sera notre conférencière de ce soir, est assistante diplômée en histoire moderne à l'Université de Lausanne, où elle conduit une thèse de doctorat portant sur l'histoire de la santé en Valais au XVIIIe siècle. Mais avant cela, Madeleine Faure a publié chez Slatkin en 2018 un ouvrage sur la vaudoise Suzanne Necker et son hospice de charité, pour lequel elle a reçu un prix de la Société académique du Valais. Les recherches de Madeleine ont permis de redécouvrir cette figure qui, de son temps, a bénéficié d'une grande renommée, notamment pour son action et son expertise dans le domaine médical et philanthropique. Mais comme c'est le cas pour beaucoup de femmes dans l'histoire, l'histoire de Suzanne Necker a été largement gommée par le temps et elle n'était jusqu'à il y a peu réduite à être l'épouse de Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI et la mère de l'illustre femme de lettres Germaine de Staël. Donc, Madeleine, je te laisse la parole et je me réjouis de t'entendre. Merci beaucoup d'avance pour cette conférence. Oui, merci à toi pour cette introduction. Du coup, on va tout de suite commencer. Cette conférence se déroulera en plusieurs parties. On va d'abord s'intéresser aux aspects biographiques de Suzanne pour comprendre un peu qui elle est, d'où elle vient et comment elle arrive à Paris. Ensuite, on va regarder un peu de plus près sa famille, son rôle d'épouse et son rôle de mère pour comprendre encore un peu mieux qui elle est, pour ensuite s'intéresser à son implication dans cet hospice de charité et on terminera par la réception par le public de cette activité qui était exercée sur la scène publique par une femme à la fin du XVIIIe siècle et on verra que c'est pas quelque chose de tout à fait normal pour l'époque. Donc, pour ce qui est des aspects biographiques, pour voir comment elle part de Crassier, le petit village de Crassier dans le canton de Vaud, pour se retrouver à Paris. Alors, elle naît en 1737 à Crassier et c'est la fille d'un pasteur calviniste, Louis-Antoine Curchod, et d'une réfugiée huguenote, Madeleine d'Albert de Nas. C'est important cet ancrage protestant fort, car son père va lui délivrer une éducation très poussée et il va lui apprendre les sciences, notamment la physique, la géométrie, la médecine, des rudiments d'hygiène, mais aussi le latin et le grec. Et ça, c'est une éducation à l'époque qu'on délivrait plutôt aux petits garçons qu'aux petites filles. Et même si c'est quelque chose de plus fréquent dans les milieux protestants que catholiques, c'est quand même assez exceptionnel pour Suzanne Curchod de bénéficier de cette éducation-là. Et elle va aisément s'en servir par la suite, puisque dès 1959, elle se fait assez connaître dans le pays de Vaud. On l'appelle la belle Curchod. Elle a une vie sociale très active où elle fréquente diverses sociétés, la Société des Eaux et de la Poudrière, la Société du Printemps, qui sont des sociétés dans lesquelles ils vont organiser des pique-niques, des soirées dansantes, distribuer des prix pour des travaux imposés ou avoir des discussions littéraires de haut vol. Et elle fréquentera aussi des salons tels que celui d'Étiennette Clavel de Branle. Et c'est là qu'elle fera la rencontre aussi de plein de beaux mondes du pays de Vaud, dont notamment les futurs médecins fameux, Samuel Auguste Tissot et Théodore Tronchin, qui vont marquer le XVIIIe siècle par leur innovation médicale. Et ce sera intéressant ça pour la suite. Mais cette jeunesse se brise en quelque sorte en 1760 à la mort brutale de son père, ce qui la met dans une situation inconfortable, elle et sa mère, car la rente de Berne est insuffisante pour leur assurer subsistance. Du coup, Suzanne va être obligée de donner des cours pour subvenir à leurs besoins, et sa mère est aussi assez malade, et c'est seulement 3 ans plus tard aussi qu'elle décède. Et là, c'est vraiment une mauvaise situation. Suzanne continue de donner un peu ses cours, et en 64, par l'intermédiaire d'un de ses amis, le pasteur Moultou, elle est à Genève, et à cette occasion, elle rencontre une jeune veuve de 26 ans, Madame de Vermenoux, qui habite Paris et qui était là à Genève en voyage justement pour venir voir le fameux médecin Théodore Tronchin, qui est en fait connu dans toute l'Europe.
Et à ce moment-là, elle voit la jeune Suzanne Curchod et elle lui propose d'entrer à son service. Du coup, Suzanne va la suivre à Paris. Et là, en fait, cette jeune veuve, quand elle a quitté Paris, il y avait un jeune banquier qui lui avait proposé de l'épouser. Et elle n'était pas trop sûre, elle ne savait pas, elle voulait un peu réfléchir. Et à son retour, elle décide que non, finalement, elle n'en veut pas. Et c'était Jacques Necker, en fait. Et en ramenant Suzanne Curchod dans ses bagages, ça amène à la rencontre entre Jacques et Suzanne, qui développe une inclination mutuelle. Et d'orpheline sans fortune, elle passe à épouse d'un banquier fortuné, comme ça. Et ce Jacques, qui est-il? Eh bien, il naît en 1732 à Genève, donc il est aussi suisse et protestant. Magnifique. Dès 16 ans, il monte à Paris pour devenir commis du banquier genevois Isaac Vernet. Il monte rapidement dans la carrière. À 24 ans, il est associé. Et en 65, quand il se marie avec Suzanne, là, il est déjà à la tête d'une bonne fortune. Rapidement, le couple va créer son salon littéraire, donc je vais y revenir. Et un an après, il y aura la naissance de leur unique enfant, la fameuse Germaine. Donc là, on va s'intéresser un peu plus à la famille pour vraiment voir l'essence de cette femme. Alors, ce salon, justement, à l'époque, il y a plusieurs femmes à Paris qui ont des salons littéraires. Il y a le salon de Madame Helvéticus, de Madame Geoffrin et celui de Suzanne Necker. Mais celui-là est particulier. Ce ne sera pas vraiment le salon de Suzanne Necker, mais le salon plutôt des Necker. À l'époque même, on dit le salon des Necker. C'est vraiment le couple. C'est les vendredis et mardis, et c'est un salon qui se veut pas seulement littéraire, mais aussi scientifique, où il accueille les encyclopédistes et les scientifiques de l'époque. Il y a vraiment le beau monde des Lumières qui s'y retrouve, notamment Duclos, Diderot, Tronchin, Buffon, Suard, Marmontel, Thomas, etc. Et comme l'exprime Marmontel, ce n'était point pour nous, ce n'était point pour elle qu'elle se donnait tous ses soins, c'était pour son mari, nous le faire connaître, lui concilier nos esprits, faire parler avec lui dans le monde et commencer sa renommée. Tel fut le principal objet de la fondation de sa société littéraire. Parce que on se dit comme ça, c'est magnifique, elle va à Paris, elle anime un salon, mais en fait pour elle c'est très dur parce que de venir du Pays de Vaud et d'arriver à Paris, elle n'est pas vraiment au niveau et on se moque d'elle un peu, on lui dit qu'elle n'a pas les bonnes mœurs parisiennes, etc. Mais elle c'est son devoir et elle le fait pour son époux. Et ça va porter ses fruits, puisque 3 ans après la création du salon, Jacques accède à la fonction de ministre de la République de Genève, qui va lui ouvrir les portes de la cour, pour arriver en 76 au statut de directeur général du Trésor royal, puis des Finances, et donc devenir le fameux ministre des Finances de Louis XVI. Donc on voit le couple Necker, c'est vraiment une bonne équipe. L'historien André Corbat les qualifie même d'unité même. On voit qu'elle tient ce salon pour la carrière de son époux. C'est aussi Suzanne qui va gérer la correspondance familiale et les finances domestiques. Et elle va aussi s'impliquer, comme on le verra plus tard, dans les fonctions ministérielles de son époux à travers son travail dans cet hospice de charité. Mais c'est aussi une véritable histoire d'amour, comme nous le montre ce petit mot d'amour que laisse Jacques à Suzanne un soir dans son lit. « Ah, si le plus tendre amour peut faire ton bonheur, tu as 1000 fois plus que jamais tout ce que tu peux désirer. Adieu, ma petite moutonne. Tu liras ce billet demain matin dans ton lit et tu auras la bonté de penser à moi plusieurs fois avant de le quitter. » Et cet amour va même aller au-delà de la tombe. Et là, ça me permettrait de présenter un aspect un peu particulier de cette figure de Suzanne Necker. Donc, dans son testament, elle s'adresse à son époux et elle lui explique « Je vais te donner des ordres. En comptant sur l'empire de mon amour pour toi, j'exige que tu les suives. Ces instructions sur ma dépouille et ma sépulture me tiennent tellement à cœur que la crainte de la moindre négligence m'occupe douloureusement. Tu dois employer pour ton ami qui vit encore dans ses restes une partie de la vie qui te reste. Je t'ordonne donc de vivre pour obéir à ton Dieu et de vivre et de te soigner pour remplir mes intentions. » Et ces intentions, en fait, Suzanne Necker est
taphophobe, ça veut dire qu'elle a peur d'être enterrée vivante. Et du coup, dans sa fin de vie, elle va vraiment être obsédée par cette idée. Bon, il faut savoir que cette peur est quelque chose d'assez à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Il y a plusieurs publications là-dessus, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Mais elle va vraiment prendre ça au sérieux. Et elle va concevoir son tombeau, s'entretenir avec les médecins fameux pour savoir comment conserver son corps au mieux ensuite dans la mort. Elle va demander à ce qu'on laisse sa dépouille, une fois morte, plusieurs jours dans une pièce tempérée au cas où elle allait se réveiller. Elle demande aussi à ce qu'on lui fasse toute une batterie de tests étranges, comme lui insuffler du sel dans les narines, lui scarifier les omoplates, ou encore lui crier très fort dans les oreilles, pour être sûre vraiment qu'elle est bien morte. Et elle demandera ensuite à être immergée dans de l'alcool, dans le tombeau qu'elle a conçu, de l'esprit de vin, et que son tombeau soit fermé par une vitre, afin que son époux puisse la contempler à volonté. C'est d'ailleurs le seul élément qui ne va pas être d'accord de suivre, parce que ça va le faire trop souffrir de voir sa femme flotter dans l'alcool, et il va recouvrir par un couvercle opaque pour finir. Et il la rejoindra, comme elle le veut, dans ce bain, 10 ans plus tard, à sa propre mort. Et les deux tourtereaux, ils baignent encore aujourd'hui dans le jardin de leur demeure à Coppet. Elle se donne même la peine d'écrire toute une série de lettres d'amour en avance, dont une sera déposée chaque semaine, suivant sa mort, sur le bord du tombeau par un domestique. Et comme ça, Jacques pourra aller se recueillir sur le tombeau et lire une lettre d'amour de son épouse inédite. Donc, pour ceux qui ont vu le film PS I Love You, ils n'ont vraiment rien inventé. Suzanne le faisait déjà au XVIIIe siècle. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux fruits de cet amour, donc Germaine. Suzanne Necker va être très impliquée dans l'éducation de sa fille. Elle va s'en charger elle-même. Elle aura trop peur, en étant à Paris, qu'une gouvernante catholique vienne insuffler des idées de dévotion étranges à sa fille. Et du coup, elle profitera aussi de l'émulation intellectuelle du salon, car Germaine va, dès son plus jeune âge, rester au salon, profiter des discussions qui s'y passent, écouter les lectures, les pièces de théâtre et discuter avec les grands esprits des Lumières. C'est une fille qui sera vraiment très éveillée assez jeune. Et Suzanne, pour son éducation, comme on se rappelle, elle a reçu une éducation qui était plutôt destinée aux petits garçons et elle ne va pas déroger à cette règle, puisque, comme elle l'explique, « Mon mari et ma fille se portent à merveille. J'élève cette dernière non comme Sophie, mais comme Émile. » En référence en fait à l'ouvrage de Rousseau, Émile ou de l'éducation, qui est un traité d'éducation dont les 4 premiers livres traitent de l'éducation des hommes à travers l'exemple d'Émile, et le 5e traite de l'éducation, ou plutôt du manque d'éducation des filles, à travers l'exemple de Sophie, qui est finalement éduquée uniquement pour devenir une bonne femme pour Émile. Pour Suzanne, l'éducation, c'est vraiment central, et elle explique ces différences hommes-femmes selon elle. « Si je plaidois la cause des femmes, je commencerai par prouver que les hommes ne peuvent attribuer à la différence des organes la supériorité de leur talent, et qu'il faut l'attribuer nécessairement à l'éducation. » Donc pour elle, elle n'est pas absolument féministe incroyable à vouloir que les femmes fassent tout la même chose que les hommes, mais l'éducation, c'est vraiment central. Et elles doivent pouvoir bénéficier d'une même éducation, même si elles ne peuvent rien en faire ensuite. Ce sera un bagage qu'elles ne vont pas utiliser, mais elles doivent pouvoir quand même y accéder. D'ailleurs, elles ne peuvent pas l'utiliser, comme elle l'explique elle-même de manière imagée. Selon elle, les vers luisants sont l'image des femmes. Tant qu'elles restent dans l'obscurité, on est frappé de leur éclat. Et dès qu'elles veulent paraître au grand jour, on les méprise et on ne voit que leurs défauts. Donc pour elle, normalement, une femme doit rester quand même dans la sphère privée, mais en ayant une culture, une super culture. Par contre, sa fille, et c'est là qu'il y aura une grande différence entre mère et fille, va, elle, prendre ce bagage et en faire quelque chose. Et on voit que Suzanne, en fait, fait vraiment un sacrifice en se refusant à certaines actions
comme l'explique sa fille, notamment pour la carrière littéraire, elle dit « Si maman avait écrit, je suis persuadée qu'elle aurait acquis une très grande réputation d'esprit. Mais mon père ne peut pas souffrir une femme auteure. Maman avait fort le goût de composer, elle le lui a sacrifié. » Donc Suzanne, oui, elle aimait beaucoup la littérature, et même dans le Pays de Vaud en fréquentant tout ça, mais elle l'abandonne complètement en se mariant avec Jacques Necker, parce que pour lui, c'est impossible d'avoir une femme qui écrit. Et d'ailleurs, quand sa fille va commencer à écrire, ce sera un drame un peu pour ce Jacques Necker. Mais la fille va pas se priver, elle va écrire plusieurs romans, des essais littéraires et philosophiques, et elle va acquérir une grande renommée. Elle deviendra même la grande ennemie de Napoléon, qui lui imposera l'exil, comme vous pourrez d'ailleurs le découvrir ici même le 3 février prochain, si vous venez à la conférence de Léonard Burnand sur justement Madame de Staël et Napoléon, un grand conflit. Du coup, là, vous vous dites, mais si elle pense qu'il faut rester absolument dans la sphère privée, comment c'est possible qu'elle s'occupe ensuite d'un hospice de charité? Eh bien, elle a quand même une exception à cette règle, on la verra un peu plus tard. On va commencer par s'intéresser d'abord à la teneur de ce travail pour l'hospice. Alors, elle va d'ailleurs l'expliquer elle-même. Donc, notre Hôtel-Dieu de Paris est le théâtre du malheur et de la douleur. Les malades y sont jusqu'à 8 dans un même lit. Monsieur Necker s'occupe de réformer ce désordre, mais pour en venir à bout, il faut prouver qu'on peut soigner les pauvres dans un seul lit, à moindre frais qu'à l'Hôtel-Dieu. Je m'en suis chargée. Donc là, je vous ai mis une petite gravure de l'hospice tel qu'il est quand Suzanne Necker s'en occupe à la fin du XVIIIe siècle. Et en dessous, j'ai mis tel qu'il est maintenant, bien agrandi. On voit en arrière-plan la Tour Eiffel. En fait, maintenant, c'est l'hôpital Necker. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il est très connu comme hôpital pédiatrique et on l'entend souvent au téléjournal quand tout d'un coup ils doivent faire une opération incroyable pour séparer des siamois. C'est toujours à l'hôpital Necker. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se doutent pas que ce nom d'hôpital Necker nous vient de notre vaudoise Suzanne Necker. Donc, Suzanne Necker est vraiment aux commandes pour cet hôpital. Comme elle l'a expliqué, le ministre Necker est en fait chargé de la réforme des hôpitaux par Louis XVI et il pense que l'élaboration d'un modèle constitue le meilleur moyen de convaincre le roi de l'efficacité des réformes qu'il propose. C'est donc sur les fonds de la Caissette royale que la fondation et la gestion de l'établissement sont financés, ce qui rend tout de suite le projet vraiment éminemment public et l'administratrice ne pourrait pas du tout rester dans l'ombre. Mais il va quand même charger sa femme de cette expérience. Elle va fonder l'hospice. On voit en fait sur l'image derrière Suzanne, il y a Jacques Necker et il y a aussi un curé, Jean Fédy de Tersac, qui est en fait le curé de la paroisse de Saint-Sulpice et du Gros Caillou. Car pour accéder à l'hospice de charité, il faut être pauvre et il faut prouver qu'on est pauvre par un certificat de pauvreté qui est délivré par le curé. Et donc à Troyes, il signe tous les papiers pour fonder l'hospice, mais on voit bien sur cette image déjà et dans les faits que c'est vraiment Suzanne qui est au centre de l'action. Là, on voit vraiment aussi toute la lumière et l'action du tableau qui va vers elle, accompagnée de la sœur supérieure, sœur Casgrain, parce qu'en fait, ils vont engager 12 sœurs de la charité pour la gestion du quotidien de l'hospice. Mais de manière vraiment hebdomadaire, Suzanne Necker va s'investir dans la gestion contrôlée en faisant soit des visites à cette sœur et en visitant les malades, soit par correspondance quand elle ne peut pas se déplacer. Et du coup, cette exception qui lui permet d'accéder à la scène publique, comme elle l'explique elle-même, c'est la bienfaisance. Une femme ne doit se mêler d'aucune affaire que relativement à la bienfaisance, voilà son existence en public. Et d'ailleurs, Jacques Necker, quand il va remercier son épouse publiquement dans son fameux compte-rendu au roi, il va aussi expliquer ça. Il est précieux pour un ministre des Finances d'avoir pu trouver dans la campagne de sa vie un secours pour tant de détails de bienfaisance et de charité
qui échappe à son attention et à ses forces. Du coup, selon l'historienne Sonia Boone, en fait, elle résume un peu la pensée des auteurs de l'époque, comme Rousseau, Diderot, Thomas, et qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on attend d'une femme au XVIIIe siècle. Et en fait, on attend d'une femme qu'elle soit faible, sensible, timide, modeste, et qu'elle reste dans la sphère privée. Mais Suzanne arrive en fait à transformer ses attributs féminins en force, en espèce de conduit qui lui permet d'accéder à la sphère publique en toute légitimité. Car c'est des compétences qui sont normalement destinées à la sphère domestique, comme la tenue de la maison, la petite comptabilité, l'organisation de l'emploi du temps ou le soin aux malades, qu'elle va pouvoir exercer, mais dans l'hospice. Et c'est les qualités de charité, de bonté, d'empathie, de sensibilité et de modestie qui vont constamment être mises en avant pour légitimer cette place. D'ailleurs, au XIXe siècle, quand Sainte-Beuve s'intéressera à Suzanne Necker, il dira « Le Premier ministre de son mari ou, comme elle disait moins familièrement, de son ami, lui fournit l'occasion de développer et de pratiquer en grand ses vertus. » Et par « en grand », il entend sur la scène publique au lieu de dans la sphère privée. Donc voilà comment elle le fait. Mais après on se dit « Ah, mais alors c'est une mascarade, elle fait juste de la bienfaisance pour accéder à la scène publique. » Mais on peut pas... Il faut nuancer quand même, car pour elle, comme je l'ai dit, elle vient d'un milieu très protestant et ça reste vraiment quelque chose d'ancré en elle et de sincère. Et en fait, elle insiste sur le fait que dans sa manière de voir la religion, il est beaucoup plus important d'agir que de simplement réfléchir ou prier ou contempler Dieu. Et l'action envers les pauvres est donc son seul devoir de croyante. Et elle le réalise notamment à travers l'hospice. Comme elle l'explique, cette classe d'hommes ignorants et dénués de tout sont l'autel vivant destiné par un Dieu de bonté à recevoir les seules offrandes et le seul hommage qui puisse atteindre jusqu'à lui. Donc il y a quand même une sincérité dans cette démarche. Donc, ce qui la pousse à s'occuper de l'hospice, c'est déjà aussi les devoirs envers son époux. Comme on voit, c'est une équipe et il cède sa religion. Et qu'est-ce qu'elle amène concrètement ? Bon, on a déjà vu un petit aperçu de son sens de l'organisation extrêmement développé quand on voit comment elle prévoit sa mort. On a aussi des papiers dans lesquels on retrouve des planifications de ses journées où au quart d'heure près on sait ce qu'elle va faire. C'est vraiment quelque chose qui l'habite aussi, ce sens de l'organisation. Et ça va se retrouver dans l'hospice puisque on va avoir une tenue des registres de malades innovante et une des meilleures de Paris à l'époque, où elle va vraiment mettre un registre pour les numéros des malades, leur nom, un registre pour les lits et tout suivre qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Et ensuite, il y a son intérêt pour la médecine qu'elle va pouvoir aussi amener dans cette action. On a déjà vu qu'elle avait une éducation très poussée en sciences et notamment avec des rudiments de médecine. Aussi, ses amitiés entre les médecins et les scientifiques qu'elle côtoie, les médecins suisses Tissot et Tronchin, qu'elle a connus dans sa jeunesse et qu'elle continue de côtoyer, et des salonniers comme Buffon ou Diderot, qui sont aussi foncièrement intéressés par la réforme des hôpitaux et qui écrivent aussi là-dessus. Et ensuite, il y a aussi sa maladie, car à partir de la mort de sa mère, elle est souvent souffrante, et du coup, elle va souvent consulter des médecins et s'intéresse beaucoup à la médecine de par aussi son état. Et du coup, l'hospice va être aussi à la pointe des théories médicales en appliquant les théories aéristes de l'époque qui prônent trois principes, le principe d'abondance, de purification et de circulation. Elle va vraiment essayer de les mettre en pratique dans l'hospice en essayant de faire circuler au maximum l'air et toujours en mettant un malade par lit aussi pour éviter la contagion. Ce que cette action va lui apporter aussi, il y a déjà un peu cet accès à la scène publique qui ne doit sûrement pas déplaire à la belle Curchod qui était habituée tout de même à une certaine popularité dans sa jeunesse en Suisse, et des publications, car comme on se le rappelle, Jacques Necker lui a interdit la carrière littéraire, mais en lien avec son activité à l'hospice,
elle va quand même pouvoir publier, certes, des choses très sérieuses, comme les comptes de l'hospice chaque année, ou bien justement son traité pour éviter de se faire enterrer vivant suivant ce qu'elle a vu à l'hospice. Mais elle pourra quand même se défouler un peu dans les différentes préfaces. Et maintenant, on va pouvoir voir enfin la réception de cette action publique. Donc tout d'abord, si on regarde un peu les retours de ses proches et ses amis saloniers, quand elle publie l'Hospice de Charité, donc son ouvrage sur cette expérience avec les contes, on voit clairement que ce sont surtout en fait sa bonté, sa bienfaisance et sa modestie qui sont mis en avant, ces qualités qui sont légitimes pour une femme, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et par contre, tout ce qui est des aspects innovateurs au niveau médical, personne ne va en parler, il y a juste Diderot qui va juste dire que c'est une bonne directrice d'un point de vue de l'organisation. Mais du coup, là, ce serait trop entrer dans un rôle masculin de montrer à quel point c'est nouveau au niveau médical. On reste à la complimenter sur sa modestie et sa bienfaisance. Elle va quand même être rapidement hissée à la hauteur de son époux ministre, comme on le voit par exemple dans le retour, cette lettre que Diderot envoie après avoir reçu le livre de Suzanne, qui veut joindre en fait au compte-rendu, le fameux compte-rendu au roi de Jacques, et il explique « J'ai désiré l'hospice afin de le joindre au compte-rendu et de renfermer dans un même volume les 2 ouvrages les plus intéressants que j'ai jamais lus et que je ne puisse jamais lire. J'ai vu dans l'un la justice, la vérité, le courage, la dignité, la raison, le génie employer toute leur force pour réfréner la tyrannie des hommes puissants. » Donc là, on devine que c'est celui de l'homme, de Jacques. Et dans l'autre, la bienfaisance et la pitié, tendre leurs mains secourables à la partie de l'espèce humaine la plus à plaindre, les malades indigents. Donc celui-là, c'est celui de la femme, de Suzanne. Mais le couple va constamment figurer aussi comme une équipe, notamment dans la vaisselle qu'on trouve dans l'hospice. Il y a les armoiries de Jacques et de Suzanne qui sont à la même taille. Et dans une multitude de gravures, ce sera vraiment le couple bienfaisant qui sera représenté là sur la colonne rostrale. J'ai zoomé. On voit que c'est vraiment un couple qui apparaît quand on parle de charité. On aura même aussi quand même des gravures de Suzanne seule, où là on la voit avec en dessus l'inscription Hospice de Charité. Et là je vais zoomer pour qu'on voie un peu mieux les personnages. Donc Suzanne, elle est là au centre, représentée sous les traits allégoriques de la bienfaisance, avec ce pendentif en forme de cœur. Elle est enroulée dans un drap étoilé qui suggère la dimension céleste de cette bienfaisance et la met au-dessus de l'humanité. Elle invite un pauvre malade à entrer dans l'hospice, un pauvre malade qui lui est présenté par l'allégorie de la misère. Il y a plein d'autres personnages, mais il y en a un qui est intéressant, vraiment, c'est le Zéphyr au-dessus de Suzanne, en fait, qui sort de l'hospice et qui souffle sur un autre personnage. Et en fait, ce Zéphyr, c'est la personnification du vent qui vient souffler sur la contagion. Et ça, on le sait parce que c'est écrit dans le texte en dessous de la gravure, c'est pas une interprétation. Mais du coup, cette personnification du vent, ça peut représenter toutes ces théories aéristes justement qu'elle met en place pour éviter la contagion, ce qui démontre en fait que les considérations scientifiques et médicales appliquées à l'hospice sont alors reconnues par le public, notamment dans ces gravures. Suzanne va aussi être souvent... de toute la France, on va lui demander des conseils sur la gestion d'hospice, même en dehors des périodes de mandat de son époux, ce qui montre aussi qu'on reconnaît vraiment ses compétences. Mais bien sûr, avec tant de compliments et de gravures, etc., il y a souvent le revers de la médaille de l'accès à la scène publique. Et là, j'ai pas d'image de caricature, mais du coup, Suzanne va quand même être diabolisée. On va dans toutes sortes de pamphlets contre son mari ou contre elle, lui rappeler que c'est une étrangère, qu'elle est protestante, qu'elle était d'origine modeste, qu'elle voulait avoir une ascension fulgurante, que du coup elle fait de la bienfaisance par orgueil. On va même l'accuser de mal nourrir les malades de son hospice pour montrer que
Si elle arrive à faire un prix aussi bas, c'est parce qu'elle est négligente. Elle est accusée de tous les maux. Et le pire, c'est quand on va aussi accuser le ministre Necker d'être une créature hermaphrodite, car sa femme prend trop de place. Et du coup, on se moque de lui en l'associant à cette créature, en disant que c'est comme s'il avait le corps de l'homme, mais que la tête pensante, c'était Suzanne. Et ça, c'est complètement inacceptable dans la société de l'époque. D'ailleurs, quand on voit que c'était mis en avant justement tout ce qu'elle fait dans cette allégorie sans la partie étrange. Par contre, du coup, 100 ans plus tard, si on regarde comment elle est représentée, là on voit tout de suite que c'est vraiment une autre ambiance. Là, c'est dans un livre, on la représente aussi dans son hospice. On voit que tous les aspects novateurs, scientifiques de son projet sont oubliés. Là, l'endroit est sale, désorganisé. Plusieurs patients même sont installés par lit, alors que c'était vraiment la marque de fabrique de son hospice. Même au niveau de la représentation de la personne, sa posture là n'a rien à voir avec celle d'avant. Dans la gravure d'avant, on voyait une femme forte, bras tendus, le torse haut, qui est vraiment dans l'action de faire entrer le malade. Et là, c'est plutôt une femme frêle, dos courbé, mains jointes, qui semble simplement s'apitoyer sur le sort de ces pauvres malades, impuissantes et passives. Le contraste est frappant et il illustre finalement bien ce processus d'oubli et de mise à l'écart par l'histoire de l'action de Suzanne Necker, où seuls les aspects relatifs aux clichés féminins, de faiblesse, de sensibilité, de charité, sont retenus. Et peu à peu, après, si on vient vers le XXe siècle, peu à peu, elle va être vraiment cachée, comme l'a dit Jasmina, derrière les figures trop imposantes de son époux et de sa fille. Et l'historiographie ne retiendra pas grand-chose de son rôle majeur qu'elle a à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas jusqu'à ces 20 dernières années où des historiens et historiennes ont commencé à se réintéresser à Suzanne et où, grâce à l'exposition actuelle, on remet un peu à leur place les prouesses de ces femmes de pouvoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.